Enflammée, Isabelle Maréchal est brûlante de chaleur humaine. Isabelle Maréchal. On va vous parler un peu de ce qui se passe ailleurs dans le monde. J'ai eu l'occasion j'étais partie cette semaine, vous avez vu, c'est bien de des fois sortir, puis de revenir, puis de trouver des sujets qui nous inspirent. Vous savez que je suis préoccupée par les travailleurs de la classe moyenne, par ce qui se fait aussi ailleurs. Et quand on regarde la planète, on a envie de dire, quel est l'avenir du travail? Quel est le futur du travail? C'est justement le titre d'une série documentaire, 5 documentaires qui font le tour du monde, réalisés, produits, créés par mon invité, Samuel Durand, un jeune Français originaire de Lyon, 29 ans. Donc, jeune génération là, qui nous brasse un peu la cage. Tu connais l'expression brasser la cage? Non, Samuel? j'en Bon, découvre. alors, il faut que tu repartes avec cette expression. Ouais. Ça veut dire foutre le bordel. J'aime bien. Oui, vous êtes bon là-dedans aussi, parce que d'après ce qu'on voit... Oui, c'est ça, brasser la cage, mais oui, voilà, merci frère, de bonne façon, dans le but d'inspirer et de créer du changement. Et toi, c'est un peu ça qui a généré ton désir d'aller voir ailleurs un peu quel était l'avenir du travail? Ouais, c'est exactement ça. En fait, j'avais envie de voir quelles étaient les pratiques les plus enthousiasmantes qui permettaient d'améliorer à la fois le bien-être et la performance au travail. Puis je me suis rendu compte qu'il y avait des boîtes qui étaient pionnières et qui vivaient ce que nous on pouvait appeler le futur du travail, parce que c'était pas encore le cas pour la majorité des gens, mais déjà aujourd'hui dans le présent, il y avait des pratiques qui étaient géniales. Les gens s'éclataient, ça marchait avec de la performance de plein de façons différentes partout dans le monde. Et je me suis dit, allons les voir, filmons ces boîtes-là et essayons de nourrir un petit peu les conversations sur le futur du travail en France et partout ailleurs. Qu'est-ce qui nous attend? Du bon et du moins bon. J'ai l'impression que, en fonction des différents sujets, on a plein d'angles géniaux, mais j'ai l'impression quand même qu'on va vers de plus en plus d'autonomie du travailleur, une meilleure reconnaissance du travailleur, peut-être plus de temps. Tu vois, on dit le temps de travail, il va diminuer. En fait, je pense que le temps de travail, il va diminuer selon la définition du travail qu'on a aujourd'hui. Mais par contre, si on élargit, on prend en compte tout le travail bénévole, on prend en compte tout ce qui est aujourd'hui du bon sens comme activité. Moi, j'aime bien la définition de l'anthropologue James Sussman, qui dit que le travail, c'est une dépense d'énergie dans un but précis. Et en fait, ça nous change complètement de le travail, c'est un fardeau dont il faut se débarrasser rapidement pour être en week-end, en vacances, ou que sais-je. Mais c'est de se dire, c'est une activité comme une autre. Et du coup, quand tu fais ça, c'est aussi tout ce qui est gratuit que tu fais, mais que tu n'as pas le choix de faire. Et ça englobe une version qui est beaucoup plus positive en réalité du travail. Oui. Je suis pas sûre que les travailleurs le vivent tous de cette façon-là, en tous les cas. Là. Fred, on va donner nos numéros, mais j'aimerais savoir l'opinion des gens sur ce que vous pensez que le monde du travail nous réserve. D'ailleurs, il faut dire que notre invité Samuel commence le tournage du 6e la semaine prochaine. Tu vas aller en Norvège, en Espagne, en Italie, en France. Ouais. On va revenir sur plusieurs exemples. Oui, puis peut-être pour inspirer notre invité, là, il va parler de gestionnaire dans son 6e film. Alors, si vous voulez parler de gestion avec nous du futur du travail, de vos conditions de travail actuelles, écrivez-nous ou appelez-nous au 1-877-827-2346, 1-87-CUBE-RADIO. On est là pour vous. Voilà. Surtout que, tu vois, au Québec, on est quand même... C'est moins chaud qu'en France, là, où cette semaine, il y a eu le mouvement Bloquons tout, où là, on entendait beaucoup des jeunes de ta génération dire, nous, on voudrait être capable de bien travailler aussi, d'avoir une bonne vie avec des conditions qui ont de l'allure. Donc, touchez pas, par exemple, à nos congés fériés. Il y avait ce projet, entre autres, de Bayrou de 2 de moins. Là, il arrive un nouveau PM, mais bon, il y a tout ce contexte-là chez nous. Mais vous êtes moins syndiqués en France que chez nous, où il y a comme, tu disais les chiffres, c'est autour de 40%, c'est ça, Fred? Exact, 38% pour les hommes, 41% pour les femmes, le taux de syndicalisation au Québec. Et il semble que cet après-midi, notre ministre Legault est comme un peu, il fait une entrevue qui plaît pas trop aux syndicats. Oui, exactement. On sait qu'avec un projet de loi, là, il essaie de limiter un peu les pouvoirs de certains syndicats dans certaines circonstances. Puis on sait qu'on sent là, un vent d'austérité, même si on nomme pas le nom là, au Québec. Donc, est-ce que ça sera la cerise sur la fin de leur mandat? Là, la dernière année sera peut-être dans ce côté-là un peu plus économique. Là. Une chose est sûre, c'est qu'on nage en pleine incertitude. Et ça fait partie des enjeux que tu as notés d'ailleurs un peu partout sur la planète. En fait, c'est de se dire, on est passé d'un monde de risque à un monde d'incertitude, parce que des crises, il y en a toujours eu, ça c'est pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elles se conjuguent tout en même temps, et qu'il faut à la fois régler une transition démographique, une transition verte, il faut régler des sujets de réglementation qui évoluent, et puis après on a des crises qui arrivent, sanitaires ou autres, économiques, tout ça en même temps. Et donc c'est très compliqué pour les entreprises si elles restent dans des plans à 5 ans, dans des schémas très établis, où on a une compétence, on essaie de la développer sur 10 ans, ça fonctionne pas en fait. Ce qu'il faut, c'est une agilité, où on est capable de pouvoir jongler avec les compétences de
de chacun, avoir des postes qui sont pas figés, mais de se dire qu'il y a un bout de ce qu'on fait. On a à peu près compris 70%, on sait ce que la personne va faire, puis 20-30%, on est capable de jongler parce que d'une semaine à une autre, il y a des choses qui vont arriver. Et ça, on peut le faire dans tous les métiers en réalité. C'est souvent juste une question de est-ce que je suis capable de communiquer, de faire de la transparence suffisamment. C'est ça. Précieux, ça. Quels sont les modèles qui t'ont le plus inspiré à l'étranger, de ce que tu as pu voir? Moi, j'ai beaucoup aimé une entreprise au Portugal qui s'appelle Mindira. C'est une boîte qui se dit, en fait, quand tu rentres dans l'entreprise, tu n'as pas un poste précis, tu rentres dans un département. Et au sein de ce département, on va te demander d'aller regarder tout ce qui se passe déjà. Et tu vas avoir... Ils font quoi, Mindira? Alors, eux, c'est du développement web et mobile. C'est une compagnie tech. C'est une compagnie tech. Ouais. Et quand tu rejoins la boîte, on te dit pas, tu vas faire ça maintenant. On te dit, regarde tout ce qui se passe. Et puis, comme tu as un regard frais et neuf, tu vas te dire, en fait, il y a ça, il y a besoin d'aide. Là, il manque ça. Et en fait, naturellement, tu vas te diriger vers ce que toi, tu as envie de faire et ce dont l'entreprise a besoin parce que tu as eu le temps de faire le tour. Et donc, c'est ce qu'ils appellent le job crafting, le fait de créer son propre job. Ça, j'ai trouvé assez fascinant parce que ça veut dire qu'on te donne une confiance a priori. C'est pas, on va voir comment tu vas faire tes preuves dans les premières semaines, mais dès que je t'ai recruté, en fait, j'ai cette responsabilité je te fais déjà confiance et à toi maintenant de dérouler et de montrer que t'es digne de confiance. Et ça marche parce que ça fait 10 ans maintenant, ils sont plus de 1000 et ça cartonne. Ils sont 1000, ils sont basés au Portugal, mais ils ont des antennes un peu partout. Et ça marche bien. Après, j'en ai vu partout d'autres bonnes pratiques, tu vois, sur des métiers plus compliqués aussi, plus difficiles, sur des métiers de couturière. On a une boîte qu'on a filmée dans le précédent. Ils sont au fond des Cévennes, une région qui est assez enclavée. En France. Et ils ont complètement recréé un savoir-faire de tailleur-confectionneur de jeans, de couturière, en misant sur la polyvalence des compétences. Tu sais, normalement, dans une manufacture, tu vas diviser les compétences. Il y en a un qui fait les poches, un qui fait les braguettes, un qui fait les ourlets. Et là, c'est une chaîne de montage, en fait. Complètement. Et c'est comme ça que tu arrives à diviser un peu de tâches et du coup tes coûts. Et en fait, là, ils se sont dit, non, comme on n'a personne qui maîtrise la compétence, on va former absolument tout le monde à tout. Et ce que ça permet, c'est déjà que c'est beaucoup plus intéressant. En fait, c'est un métier. Sinon, couturière, tu fais pendant 8 heures la même chose. T'es fatigué, t'as mal aux mains. Là, comme tu changes de poste toutes les 5 à 10 minutes, en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que tu vois toute la chaîne de valeur. Et puis surtout, ça permet un truc, c'est que normalement, c'est que quand tu es en télétravail que tu peux t'organiser un peu librement sur ton rythme. Mais là, comme on peut réorganiser la chaîne logistique en 2 secondes parce que tout le monde sait faire n'importe quoi, tu bénéficies de cette même flexibilité et ils ont un quota d'heures par mois où tu peux t'absenter, faire des choses personnelles dans ta journée et tu les rattraperas plus tard parce qu'on te fait confiance pour te réorganiser. Et on réorganise toute la boîte en 2 secondes. Ça, c'est génial. Ça, c'est gagnant-gagnant parce que non seulement les employés gagnent, mais aussi l'entreprise gagne. Donc, si ça peut être des manœuvres comme ça qui peuvent améliorer la qualité de vie et la productivité de l'entreprise, tout le monde gagne. S'il y a des gens là, qui travaillent dans des modèles qui sont inspirants comme ça chez nous, là, je pense qu'il y en a aussi, des entreprises de technologie. Je pense que tu connais des gens ici, Samuel, où il y a cette espèce de flexibilité, de fluidité, puis de recherche aussi de satisfaction du travailleur parce qu'on s'est rendu compte que des employés heureux, c'est plus productif. Nous, on a un enjeu de productivité, là, ça fait un petit bout que ça stagne, puis on essaie de trouver des façons de dire aux gens, il y a des avantages pour tout le monde, quand tout le monde se rassemble. Mais c'est pas toujours évident. Non, mais à l'idée de former tout le monde à tout faire, là, moi, je peux te dire qu'en régie, ici, à Cube, là, tout le monde fait tout en même temps. Là-dessus, on est très solide. Là. Oui, c'est vrai que nous, ici, c'est vrai. Puis il y a beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup de... Mais c'est ça qu'il faut. Oh oui, puis c'est super motivant aussi. Justement, tu peux pouvoir avoir un meilleur esprit d'équipe à cet égard. Là, fait que tu dirais, là, les clés pour réussir une espèce de transition, faire ce nouveau travail, au moment aussi où on parlait d'incertitude, mais tu sais, il y a la notion de climat. Je pense dans un de tes documentaires, il y a quelqu'un qui en parle. On va être attrapé par ça, par notre espèce de, quand même, presque ignorance de ce que le climat nous envoie comme signaux. Puis il y a l'intelligence artificielle qui commence à préoccuper quand même de plus en plus de gens. Et on dit que il y avait une stat qui m'était restée en tête il y a quelques années. J'avais lu que la moitié des emplois de demain n'étaient pas encore créés. Mais là, on parlait moins d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu as envie de dire, OK, la moitié des jobs qui existent aujourd'hui vont être complètement remplacés par l'IA et peut-être même plus. Dans ce contexte-là, c'est quoi le futur du travail, d'après ce que tu as pu voir, toi, Samuel? Si on parle de l'IA, en fait, je pense que là-dessus, ils vont pas être remplacés, ils vont être transformés. En fait, ils vont tous être transformés. La question, c'est est-ce que c'est 3% ou est-ce que c'est 80% du job qui va être transformé? Et là-dessus, la meilleure chose à faire, c'est juste de s'intéresser, peu importe son métier, c'est d'essayer de regarder quels sont les cas d'usage, quelles sont les technologies qui existent, et pas de prévoir dans 10 ans, dans 15 ans, mais déjà aujourd'hui, là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait déjà 3 ans que c'est sorti, cette vague des LLM. Qu'est-ce qu'on peut en faire déjà maintenant? Qu'est-ce qui existe? Et on a des boîtes qui ont réussi à augmenter la
la productivité de 30% sur des métiers. Je pense aux développeurs, par exemple. Je pense à des métiers sur lesquels ça a été réellement intégré. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup, mais il n'y a pas encore de véritable changement. J'ai pas vu des cas d'usage où des boîtes se sont dit « Ok, on a tellement gagné en productivité qu'on a pu remplacer des gens. » Ça existe pas encore, ça. Ça viendra peut-être, on ne sait pas. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Et après, si tu parlais des bonnes pratiques pour se transformer plus largement, je pense que la première chose, c'est l'humilité, tu vois. Le patron de cette boîte dans les Cévennes, c'est de se dire, déjà, je fais confiance à mes collaborateurs dès le départ, et la personne qui connaît le mieux son poste, et donc la façon dont le poste va évoluer, c'est celle qui fait le travail. Donc si elle me dit qu'elle a besoin de cet environnement-là, qu'elle a besoin de tel truc, en fait, il faut que j'y aille, il faut que je lui fasse confiance parce qu'elle sait mieux que moi. Donc c'est l'humilité, et puis l'humilité aussi de regarder tout ce qui se passe ailleurs, et de se dire, ok, il y a une boîte, elle est dans un secteur différent, une taille différente, un pays différent, mais il y a un truc qui est intéressant là-dedans. Comment est-ce que moi, je peux me l'approprier? Qu'est-ce que je peux en faire aussi? Et pas se dire, non, mais je regarde que mes concurrents, on regarde que nous, on fait comme on a toujours fait. C'est-à-dire, non, on est capable de se réinventer, de regarder ce qui se passe ailleurs, différemment, et de se dire, on va tester. Je crois que c'est ça le message aussi, c'est que le futur du travail, ça viendra pas que des RH, que des syndicats ou de la direction. Ça va venir de tout le monde. Et demain, toi, tu es là, tu t'entends parler de quelque chose à la radio, à la télé, tu te dis, OK, moi, j'ai envie de tester ça. Tu dois être capable d'aller voir ton manager et dire, OK, moi, j'ai envie de tester ça. Dans un mois, on fait un bilan et je me porte garant de dire ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et on verra si ensuite on le développe ou pas. Mais au moins, on pourra expliquer. Évidemment, il y a des gens qui nous écoutent qui disent, oui, ça marche dans les petites boîtes, justement, les petites entreprises. Mais tu es allé, c'est Norvège ou Danemark? Danemark sur le port. Danemark, le port. Ça, il faut que tu parles de ça parce que là, on a été capable tu parlais de formation, de transformation. Dans transformation, il y a formation. On a été capable de vraiment changer, finalement, l'emploi de 8000 personnes. C'est 8000 personnes, c'est énorme. Alors ça a pris quelques années. Hein, c'est où exactement, là? C'est le port d'Esbjerg. C'est sur la côte, la façade atlantique du Danemark. Et c'était le premier port d'hydrocarbures du pays qui est devenu aujourd'hui le premier port d'énergie renouvelable Europe. Donc c'est énorme. Écoute, si on appelle ça, autre expression québécoise, se revirer sur un dixaine. Ça s'applique, hein? Oui, absolument. Ça veut dire, quand tu te reviens sur un dixaine, ça veut dire qu'il faut que tu viennes te trouver une solution vite. Être très agile. Être très agile. Un dixaine, c'est un 10 centimes. Ouais. Donc, tu t'es reviré, tu t'es retourné sur un 10 sous. Ils ont reviré sur un 10. Ok, je l'ai. Okay. Voilà, tu vois? Exact. On s'apprend tous des trucs ici, j'adore. Complètement. Tu peux venir quand tu veux. Allez, j'adore ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se sont dit, en fait, ok, donc si on veut faire cette transition-là, si on veut respecter ce que le gouvernement a dit qu'il allait faire à la COP21 en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, concrètement, il va falloir qu'on arrête des activités. Et donc, si on arrête des activités, c'est des gens sans emploi. Mais on va recréer des activités. Donc, on va se dire, à horizon 4 ans, à horizon 6 ans, cette activité, on l'arrête. Donc, on va voir la personne. Et là où ça a été très fort, c'est qu'il y a une approche tripartite entre l'État, les syndicats et les entreprises. C'est le syndicat qui a été moteur, qui n'était pas là juste dans une logique de confrontation, une logique de construction. Dès le départ, ils ont été impliqués pour aller voir les personnes sur le terrain et leur dire, OK, ton métier, on l'arrête. Voilà ce qu'on te propose comme formation. Et tu as une transition douce, c'est-à-dire que les premiers mois, tu vas pouvoir te former un peu et continuer ton ancien métier. Puis l'année d'après, tu vas te former un peu plus, continuer l'ancien métier. Puis après, tu vas faire ton nouveau métier en même temps que l'ancien métier, jusqu'à ce que tout ça arrive à une activité où elle est suffisamment mature et on peut faire vraiment la transition. Est-ce qu'il y a eu de la résistance à ce changement quand même assez drastique et majeur? Il y a toujours de la résistance quand on fait une transformation. On a coutume de dire que quand une boîte fait une transformation, on perd 20% des gens généralement. Mais là, il y a eu beaucoup moins de résistance. Les gens étaient tous d'accord, ils étaient tous on board parce que dès le départ, ils ont été impliqués et on leur a pas caché, on leur a pas dit non mais continue puis on verra ce qui se passe. Non, on leur a dit en fait concrètement, dans 6 ans, ça s'arrête, c'est sûr. Et en fait là, dans 2 mois, tu débarres ta formation, on te propose tel métier, tel métier, tel métier. Et le fait que le syndicat il soit pas juste là pour représenter les intérêts d'un petit bout, mais de tout le monde, et surtout que le syndicat ils sont dans une approche presque managériale où il est là au quotidien, il est là pour coacher la personne et pour l'accompagner dans sa carrière aussi. C'est une posture qui fait que tout le monde est d'accord en fait à la fin. Et puis je pense que le Danemark, il y a aussi une culture du compromis qu'on n'a pas forcément ailleurs. Ils sont très forts là-dessus, de se dire on est là, on se met à la table, on discute ensemble sur comment on trouve des solutions, pas des problèmes. Puis justement, culture du compromis, je sais pas si on a ça ici. Non, mais tu parlais de la collaboration entre le patronat et les syndicats. Là, je vois le commentaire de Stéphane de Saint-Jean qui nous écrit c'est bien la polyvalence, mais dans un milieu syndical, ça ne fonctionne pas. Bombardier a essayé et les syndicats nous mettaient des bâtons dans les roues. Alors ça revient à ce que tu disais, là, c'est important qu'il y ait une collaboration, pas juste une confrontation. Non, il était visiblement un gestionnaire chez Bombardier. Là. Oui. Il nous mettait... Non, mais c'est ça. Et Guy qui dit les employés de la STM doivent être très, très, très malheureux. On parlait de la productivité au travail versus le bonheur au travail. Il dit parce qu'ils ont un taux de productivité de 30%. C'est sûr que ici, c'est un vrai enjeu. Je t'en ai parlé un petit peu. C'est un vrai enjeu, là. Le fait que cette culture qui n'est pas forcément celle du compromis, moi, j'ai l'impression que ça nous nuit un peu.
il va falloir faire... Tu sais, d'ailleurs, écoute, hier, dans le discours de François Legault, le premier ministre du Québec, quand il parlait de ses priorités, il a quand même dit, dans le traitement de choc, là, il faut revoir le régime syndical. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs lois, tu faisais référence tout à l'heure, Fred, qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire, il faut que... Mais malheureusement, il a pris un mauvais ton depuis le départ. En santé, Christian Dubé n'a pas pris le bon ton non plus. Là, il revient là-dessus, puis il essaye de tendre la main, mais ça a été... Et c'est encore une confrontation avec les syndicats de médecins. Donc, c'est difficile. C'est délicat. C'est délicat parce que... Oui, parce qu'il y a de l'ancienneté, il y a des règles, il y a des conventions collectives qui ont été signées. Il y a des syndiqués qui votent, qui sont contents d'être représentés. Il y en a d'autres qui sont aussi conscients de ce que ça nous coûte collectivement. Donc, ça prend un équilibre, ça prend de la discussion et, comme on dit, de la collaboration. Complètement. Fait que là, tu repars à la conquête d'autres lieux où tu vas observer pour en arriver à d'autres conclusions. Si je te demandais là, ta grande leçon parmi tous ces pays que tu as vus, toi qui a à peine, tu vas avoir 30 ans bientôt, tu es un jeune travailleur, donc tu essaies d'inspirer ta génération aussi. Il y a des grands défis, hein, tu vois, comme ici au Québec, par exemple, le taux de chômage a augmenté chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont confrontés à... Tu sais, on leur avait dit, vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps du travail. Puis là, c'est pas toujours facile de trouver du travail. Donc, il y a cette insécurité. Comment tu vois l'avenir pour les jeunes travailleurs? Je pense qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on a grandi avec des idéaux où on s'est dit, le salariat, c'est la voie royale, c'est protecteur, et on sait que si on travaille dur, on va grimper dans la hiérarchie, on gagnera plus que ce qu'on gagnait avant, et on aura globalement une meilleure vie, et nos enfants auront une meilleure vie, et il y a cet idéal de croissance en fait en tête, parce que nos parents et nos grands-parents ont grandi dans cette époque-là, où c'était vraiment le cas, où il y avait un salariat qui était protecteur. Et aujourd'hui, on a changé de paradigme, où en fait le salariat c'est délité, les syndicats qui auparavant obtenaient des victoires n'en obtiennent plus, et c'est pour ça aussi qu'il y a une perte de confiance. Si en France il y a 10% seulement des gens qui sont syndiqués, des actifs, c'est aussi parce que en fait on se rend compte que les syndicats, chaque bataille, ils les ont perdus, donc on a dit à quoi bon en fait aller se syndiquer, c'est pour que ça fonctionne pas. Et donc il y a une voie qui était de se dire ok, je me lance en indépendant, et du coup en indépendant je vais pouvoir recréer un peu les conditions de mon confort, mais moi-même je compte que sur moi pour le faire. Il y a eu un petit bout de ça, on voit cet élan là en Amérique du Nord, ça marche beaucoup aussi, ça marche fort aux États-Unis, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a des formes de réinvention du salariat aussi, où c'est l'objet des documentaires, c'est d'aller voir ces pionniers qui réinventent des contrats de travail, qui réinventent des façons de faire, où c'est pas juste de la performance, on va pas te presser comme un citron en te disant donne le maximum, mais c'est non, on va te mettre dans un environnement de travail, on va trouver la façon d'actionner tes différents leviers de motivation, qu'il faut que tu vas t'engager, mais tu vas t'éclater dans ce que tu fais aussi. Et je pense que c'est ça le message, c'est de dire, il y a des boîtes qui existent, si elles n'existent pas, c'est à vous de les inventer, il y en a partout, qui font les choses différemment. Et la dernière leçon, c'est peut-être, pour avoir vu plein de trucs à droite à gauche, c'est qu'il y a des boîtes qu'on connaît très bien, qui sont Patagonia, je pense à Ben & Jerry's, qui est pas très loin d'ici, dans le Vermont, qui sont des modèles qu'on connaît bien sur l'environnement de travail, sur la mission. Mais il y a un tas de boîtes qui sont pas connues, qui sont parfois des plus petites, parfois dans des secteurs aussi qui sont pas hyper sexy, mais qui sont formidables, mais qui communiquent pas tellement parce que elles mesurent surtout tout ce qu'il leur reste à faire plutôt que ce qu'elles ont réussi à faire déjà. Elles ont pleine d'humilité sur tout ce qu'elles ont encore à accomplir en termes de performance et d'environnement de travail. Et c'est ces boîtes-là qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller mettre en avant aussi, parce que ça existe en fait. Et je suis sûr qu'ici, rien qu'au Québec, déjà, il y en a des tonnes et des tonnes des boîtes qui font des choses formidables, mais elles le disent pas parce qu'elles se rendent même pas forcément compte que c'est si original. Exact. Mais juste, il y a des patrons qui ont à cœur. Et puis, il y a une phrase dans le documentaire qui, je pense, et pardon pour la vulgarité, mais on a Benoît Serre dans le doc qui nous dit: moi, je suis convaincu qu'il y a 95% des gens qui se lèvent pas le matin pour emmerder leur boîte. Et en fait, je pense que c'est ça. C'est vrai. On a construit des règles de contrôle qui, du coup, vont limiter les 95% qui se lèvent le matin pour faire du mieux qu'ils peuvent, en réalité. Et pour contrôler les 5%. Et si on accepte l'idée de se dire qu'en fait, la plupart des gens viennent pour donner le meilleur de ce qu'ils ont pour l'entreprise, et qu'on leur fait confiance dès le départ, en fait, c'est beaucoup plus reposant en tant que patron, en tant que manager aussi, et on obtient le meilleur des gens. La confiance, la communication, la transparence, toutes des belles valeurs. Merci beaucoup, Samuel Durand, d'être venu nous parler. Et bon tournage. Merci. Où est-ce qu'on peut voir tes documentaires? En Amérique du Nord, je crois qu'ils sont sur Curiosity Stream. Et puis sinon, vous tapez Work in Progress dans Google et vous tombez dessus. Vous trouvez sur Vimeo, vous pouvez trouver tout ça. Work in Progress. Merci beaucoup. Merci Isabelle.